Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le TP de simulation et modélisation des procédés par Aspen+. Donc, il s'agit d'un TP de réalisation d'un flowsheet sur Aspen+, et aussi la mise en marche d'une simulation qui porte sur la production d'un produit, le N-propylbenzène, et qui sera élaboré sous l'outil Aspen+, et en essayant de suivre les différentes étapes que nous avons déjà discutées dans des vidéos précédentes, à savoir l'établissement des modèles, la configuration des components et l'établissement des flowsheets et le choix des différents blocs, puis la mise en marche de la simulation et l'exécution de l'ensemble des itérations. Donc dans cette première partie, je vais essayer de vous expliquer le TP. Il s'agit de la production du N-propylène. Donc le N-propylbenzène ou le N-propylène, même nomination, aussi le cumin, est un produit très sollicité, surtout récemment, à partir des années 90. Il est très sollicité pour faire partie des composés utilisés dans l'étanchéité. Donc matériaux utilisés dans l'étanchéité, dans l'isolation phonique et thermique. Donc il est fortement utilisé dans les charpentes métalliques pour isolation et pour bloquer différentes infiltrations qui peuvent avoir lieu dans les toitures et aussi dans les murs d'isolation. Donc maintenant, vous pouvez aussi remarquer qu'il n'est plus question d'utiliser du bitume par exemple pour recouvrir les toitures, alors qu'on utilise juste des peintures spécifiques, appelées généralement des résines époxy. Donc c'est des résines qui ont des caractéristiques spéciaux et qui font à la fois un revêtement de peinture et qui permettent de bloquer les différentes infiltrations et de réaliser une isolation phonique et thermique. Donc l'un des produits, on va dire, l'un des constituants le plus important de ces résines époxy est le N-propylbenzène. Donc à la base c'est un brevet allemand et un savoir-faire allemand et américain, et le brevet a été déposé en 2006 de la fabrication de ce produit, et à partir de ce moment-là, les procédés se succèdent, des modifications ont été apportées pour améliorer l'efficacité, et la matière première étant essentiellement des résidus des colonnes de distillation, donc qui se trouvera nécessairement dans les pays du Golfe. Donc la majeure partie des résidus des colonnes à distiller est valorisée en essayant de produire des tels produits, y compris ce N-propylbenzène. Voilà, donc le procédé se base essentiellement sur la conversion du benzène en présence du propylène en N-propylbenzène. Donc ça sera essentiellement une ouverture du cycle aromatique qui, comme vous voyez ici, vous avez les formules brutes des deux produits propylène et benzène, et aussi du N-propylbenzène ou N-propylène. Donc l'objectif de ce TP serait la simulation des différents blocs et des différentes opérations de production de ce produit à partir de la production suivant une réaction chimique dans un réacteur bien déterminé, puis la séparation du produit et la production d'un produit quasi pur qui est le N-propylbenzène. Puis on verra par la suite le conditionnement via une succession d'opérations de compression pour rendre le produit commercialisable sous un état bien déterminé qui facilite son transport et sa manutention. Voilà. Donc pour décrire le flowsheet à réaliser, alors on se fixe une production journalière d'environ une production moyenne d'environ 350 kg par minute, ce qui fait 500 tonnes par 24 heures. Alors le procédé, comme ce que je vous ai dit, est basé sur la conversion
benzène plus propylène en N-propylbenzène. Donc c'est un réacteur adiabatique qui sera siège de la réaction chimique, pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. B, benzène plus propylène nous permettra d'avoir le N-propylbenzène. Alors ici on signale qu'on n'a aucune indication sur la réaction chimique. D'où la nécessité d'utiliser un réacteur qui prévoit l'équilibre et qui sera détaillé plus tard. Donc après, le mélange sortant étant assez chaud, et quand on sait que la majeure partie de la réaction se déroulera en phase vapeur, donc la première réflexion serait de resaturer le réacteur avec la vapeur, et pas n'importe quelle vapeur. Le mieux c'est qu'elle soit issue du même réacteur. Donc la sortie serait en partie recyclée dans le réacteur, et ça concernera essentiellement la vapeur produite. Donc c'est pour ça qu'il y a un échangeur intermédiaire pour refroidir et remettre à l'équilibre le mélange sortant et recycler une partie de la vapeur qui sera produite dans le réacteur vers l'alimentation. Après, pour recycler ça, vous aurez besoin certainement d'un séparateur. Ce sera un flash normal, gaz liquide. Alors après, vous avez une colonne à distiller qui vous permettra de séparer, essentiellement par volatilité, les produits, parce que vous aurez toujours du benzène, du propylène et aussi du N-propylène. On verra aussi qu'il y aura un peu d'eau, parce que le mélange initial contient une fraction d'eau, et qui vont se retrouver impérativement dans le flux sortant du flash, dans le flux liquide, et la colonne à distiller se chargera d'enlever la majeure partie de ces produits, ne laissant que des traces et offrant ainsi un flux de matière contenant une pureté très importante du N-propylbenzène. Voilà, donc ici vous avez les données d'alimentation. Il s'agit d'une charge qui contient 50% du benzène, le reste étant du propylène impur contenant 5% d'eau. Donc ici vous avez 50% du benzène, alors que le reste, les autres 50% contiennent 5% d'eau. Donc ici une petite règle de 3 s'impose qui vous permettra d'avoir les fractions molaires. Donc ici vous avez 0,5 de benzène, et un simple calcul vous permettra d'avoir 0,025 en eau et 0,475 en N-propylène. En propylène. Voilà. Le débit massique de l'alimentation étant 10 kg seconde, la pression de l'alimentation est de 2 atmosphères et une température de 50 degrés. Alors ici, je vous ai exposé les différentes parties de la simulation que vous pouvez voir sur le papier que je vous ai délivré. Alors des petites modifications vont être apportées lors de l'établissement du flowsheet, chose que je vais essayer de faire immédiatement, vous montrer aussi au niveau de la partie du bouclage qui s'avère un peu complexe en termes de résolution. Donc on va essayer de lui donner les éléments et les données qui permettent de la faire passer simplement. Donc tout ce qui est recyclage sur Aspen Plus suscite beaucoup plus d'itérations, suscite n fois itération. Alors du coup la convergence est assez remise en jeu lorsqu'on a des bouclages, et par conséquent il faut absolument choisir les bonnes valeurs, les bons termes de la pression, de la température, parce que dans quelques valeurs ça peut converger, d'autres valeurs juste écartées un tout petit peu ça peut diverger. Alors du coup avec l'habitude qu'on a eue à travers les années en réalisant ce TP, nous sommes rendus compte qu'il y a quelques petits points, vraiment des petits rangs après la virgule qui font le changement, qu'on va essayer de retoucher et retaper lors de l'établissement du flowsheet. Voilà. Donc au niveau de réacteur, c'est un réacteur qui est fortement sollicité dans les simulations lorsqu'on a une réaction chimique qui est méconnue, dont on ne connaît ni la conversion ni la cinétique, et par conséquent on se propose d'utiliser le R-Gibbs comme réacteur qui est basé sur l'équilibre et qui ne nous demande pas des informations relatives à la réaction chimique. Donc le principe est simple de ce réacteur, il va vous demander la pression et la chaleur, alors que la température, l'une des deux variables, soit pression et température, ça dépendra de ce que vous mettez. Si vous mettez la pression, la température sera libre de se faire itérer. Donc il va changer
la température, et en même temps il va changer aussi la composition, chose que vous ne voyez pas, donc vous injectez pas la composition, vous avez juste l'alimentation, et lui il va varier la température et la composition du produit, qui est le N-propylène. Alors au fur et à mesure qu'il va changer la température et la composition, il a tous les éléments pour calculer l'enthalpie libre molaire, ou l'énergie de Gibbs, la Gibbs Free Energy. C'est pour ça qu'il est appelé Gibbs Free Energy Minimization. Donc il va calculer le potentiel chimique. Finalement, c'est le potentiel chimique de chaque phase, de la phase liquide et de la phase vapeur en constituant. Donc pour les constituants de la phase vapeur, il va pouvoir calculer leur potentiel chimique, de même pour les constituants de la phase liquide. Et il va varier la température et la composition avec une pression fixée jusqu'à ce qu'il trouve une égalité entre les potentiels chimiques de chaque constituant dans la phase liquide et dans la phase vapeur. Donc une fois qu'il trouve ça, il va forcer l'équilibre, autrement dit, et une fois il trouvera une égalité de potentiel chimique, il va réadopter la pression et la composition trouvées pour vous calculer le flux de sortie. Donc une fois il a la température, pression et composition, il va vous permettre le calcul non pas seulement du potentiel chimique, mais des différentes fonctions thermodynamiques et des paramètres physico-chimiques dont vous aurez besoin. Voilà. Donc il est super important, super intéressant. C'est l'un des blocs les plus utilisés dans les simulateurs des procédés quand on ne connaît pas, quand on ne maîtrise pas la réaction chimique. Et ici vous allez devoir le constater, on rentre avec une température de 50 degrés et on va pouvoir sortir avec une température beaucoup plus importante et totalement en vapeur, chose qui sans cette prédiction d'équilibre n'aurait pas pu envisager. Si une réaction fortement exothermique, on va se rendre compte que la température grimpe et va beaucoup plus loin que 50, chose qui ne peut être prédite que par cette prédiction d'équilibre, par le fait de chercher cette égalité de potentiel chimique en variant la température et la composition. Voilà. Donc après, vous avez un échangeur de chaleur. Du moment où on sort du réacteur à une température beaucoup plus élevée, on va essayer de ramener le tout à l'équilibre, à une température qui confère l'existence des deux phases, de la phase liquide et vapeur, dans le but de recycler une partie. Donc après, vous avez le ballon flash. Alors du réacteur, on sort à 2 bars. Alors l'un des changements que je vais faire au niveau du flow sheet concerne essentiellement cette pression. Alors pour une pression, lorsqu'on a pressure, si on met une pression négative, ça sera la perte de charge. Si on met 0, ça sera pas de perte de charge. La pression d'entrée sera égale à la pression de sortie. Et quand on mettra une pression positive, ça sera une pression supérieure à 0, ça sera la pression de décharge. Alors il n'aime pas beaucoup quand on lui met 0, surtout dans le bouclage. Donc tout sera bien configuré et tout marchera bien lorsqu'on est en simulation simple, alors qu'avec un 0 au niveau du bouclage, les choses se compliquent un petit peu. C'est pour ça qu'on va mettre une perte de charge très minime qui sera prise en considération. Voilà. Donc au niveau du ballon flash, du moment où on sort du réacteur à une pression de 2 bars, et ici je vous ai dit on ne va pas changer beaucoup la pression au niveau de l'échangeur. Une fois dans le ballon flash, on est obligé de varier la pression pour pouvoir dégazer. Donc c'est l'histoire d'un détendeur. C'est la même chose que ce que vous avez dans les bouteilles de gaz, par exemple. Au niveau de votre maison, vous avez une bouteille de gaz qui va contenir le mélange essentiellement liquide à une pression qui peut atteindre les 3,5 bars. Alors qu'au niveau du détendeur, vous avez une mise à la pression atmosphérique. Donc vous avez une chute de pression, une chute brusque de pression qui vous permettra de sortir avec du gaz. Donc c'est pour ça que vous avez une flamme au niveau de votre chaudière. Autrement dit, vous pouvez régler ce détendeur pour jouer et pour varier la hauteur de la flamme et notamment la qualité de la flamme. Donc si vous ouvrez complètement et vous mettez à la pression atmosphérique, vous avez un maximum de gaz, et inversement, si vous laissez quand même une pression importante, beaucoup plus que ce qui est préconisé pour la flamme, autrement dit plus d'un bar, vous allez vous retrouver plus d'une atmosphère, vous allez vous retrouver avec une flamme un peu moindre, et la majeure partie de ce qui passe, de ce qui voudra passer, reviendra et restera sous forme liquide parce qu'il n'a pas assez, voilà, il n'a pas assez de chute, de gradient de pression pour véhiculer le flux de vapeur sortante. Voilà.
Donc ici pour le flash, pas d'échange de chaleur alors qu'on va manipuler la pression. Donc obligatoirement on doit chuter de pression. Donc on avait deux avant. Et ici elle sera soumise à variation et une analyse de sensitivité sera demandée par la suite pour évaluer les performances de la réaction chimique, autrement dit le taux de production du produit après réaction, qui est le N-propylène en sortie de réacteur, en fonction de cette variation de pression. Donc ici, plus on crée de gradient, plus on va dégazer, plus on va vaporiser, et par conséquent, plus est la conversion. Parce que la conversion, comme ce que je vous ai dit, elle va dépendre de la saturation en vapeur, chose qui donnera beaucoup plus d'ampleur à la réaction chimique, parce que vous avez un cycle aromatique à ouvrir, plus vous avez de la vapeur, plus la réaction sera efficace, se passera dans des conditions, dans des bonnes conditions. Après la distillation, vous avez une colonne à distiller type RAD-FRAC, dans le but est de produire 99% du N-propylène en pureté. La colonne contient 15 étages, ils seront optimisés par la suite avec la même analyse de sensitivité ou sensibilité que vous avez adoptée pour le flash. Après, on vous donne quelques précisions par rapport à la colonne, rebouilleur de la colonne type kettle, taux de reflux total 100% ou une mole entre parenthèses. 100% pour lui voudra dire une mole. Et le rapport distillat sur alimentation, qui est le distillate to feed ratio, sera 0,5 molaire. Voilà. Donc l'alimentation se fera au niveau du 5e étage. Voilà, et le comptage des plateaux, il commencera par le haut. Sur tous les simulateurs, c'est comme ça. Donc on commence par le haut et on va vers le bas. Voilà. Donc on sort, le résidu sortira, le distillat et le résidu sortiront successivement au premier et au 15e étage, ce qui veut dire le résidu sortira au 15e étage. Et ici, il faut signaler que c'est une opération qui est basée sur la séparation par volatilité. Donc on doit retrouver en pied de colonne le produit le plus lourd. Alors ici, si on se réfère aux formules détaillées des trois constituants, le plus lourd sera le N-propylène. Donc pour une fois, vous avez le produit que vous recherchez, le N-propylène ou le N-propylbenzène, qui doit se retrouver en pied de colonne. Alors ce que vous ne voulez pas sortira en tête de colonne. Donc votre distillat serait inversé. Donc c'est plus ce que vous récupérez en pied de colonne dont vous aurez besoin d'utiliser. Voilà. Donc le flow sheet se présente comme suite. Après, ici, arrivé à ce point, donc en sortie de colonne, on va conditionner la température, on va refroidir. Donc quand on refroidira, on va alimenter une quantité d'air, chose qui suscitera une déclaration, une préconfiguration de l'air comme étant un component aussi. Et le but d'injecter de l'air serait essentiellement de réaliser une analyse de compression qui viendra par la suite. Parce que comme vous avez du liquide ici, après refroidissement, il sera beaucoup moins compressible que si on avait de la vapeur. Alors du coup, on va injecter de l'air pour rendre la compressibilité importante, chose qui va permettre la simulation des différents blocs de compression. Autrement dit, on n'aurait pas pu, vu qu'on a essentiellement du liquide à ce niveau. Donc on injecte aussi de l'air comprimé et on injecte tout ça au niveau d'un split, d'un F-split. C'est essentiellement un bloc qui sera dédié à réaliser une division, donc il va nous diviser le flux, donc diviser ou aussi répliquer. Donc le flux entrant va être sommé et ici on aura deux flux identiques que celui du flux entrant. Donc il y a possibilité de partager en deux, il y a aussi la possibilité de le répliquer. Donc on va répliquer pour faire une analyse de deux voies de compression, deux systèmes de compression. Un système mono-étagé, premier compresseur, ou un système à bi-étage avec un refroidissement intermédiaire. Donc ça, on vous demandera de le faire. Et après, on se demandera quel est le système le plus efficace, où est-ce qu'on a beaucoup moins de déperdition énergétique. Ici, c'est un travail W1, ici un travail W2, ici un travail W3, et ici un refroidissement intermédiaire pour récupérer de la chaleur. Donc, on va chercher la pression intermédiaire de sortie du premier compresseur, enfin du deuxième compresseur, et l'alimentation du troisième compresseur, qui nous permettront d'avoir une sommation des deux travaux W2 plus W3
inférieur à W1. Donc ça sera ça le but de cette optimisation énergétique. Alors, le but serait de trouver la pression intermédiaire qui permettra la minimisation de ces deux travaux, W1, W2, par rapport à W2, W3 par rapport à W1. Bien sûr, une récupération de chaleur serait intéressante et pourra être par la suite injectée quelque part dans le procédé. Alors, ce qui est demandé aussi pour les énergéticiens, c'est de réaliser une optimisation de différents flux de chaleur. On a plusieurs échanges énergétiques, donc il y a plusieurs moyens. On peut penser à une analyse pinch pour effectuer les différentes étapes de la stratégie ou de l'algorithme pinch dans le but d'optimiser les différentes consommations énergétiques de part et d'autre le procédé. Voilà. Alors après, vous avez ici tout ce qui est demandé, et ici un exemple finalisé des différentes, on va dire, différents flux connectés dans différents échangeurs avec la possibilité de récupérer de l'énergie par détente dans une turbine. Ça, c'est un exemple que l'un de vos ex-collègues avait réalisé et qui a permis une minimisation des pertes thermiques et une minimisation énergétique dans le flowsheet. Voilà. Alors, on pourrait donc démarrer Aspen Plus. Donc, je vais mettre ça de côté et démarrer Aspen Plus User Interface. Alors, si vous ne l'avez pas ici, vous avez tous les programmes. Après, vous avez Aspen Tech, Aspen Engineering Suite, Aspen Plus 11.1. Je vous rappelle que c'est la version 11.1 qui est installée chez moi et que j'avais installé en vidéo pour vous aussi, donc vous pouvez vous servir des fichiers d'installation pour l'installer, travailler avec. Alors ici vous avez Aspen Plus User Interface, c'est celui-là qui nous intéresse particulièrement, et c'est cette partie qui est dédiée au flow sheeting. Donc ici moi je préfère Template, comme ce que je vous ai déjà expliqué. Template va nous permettre de se guider par rapport au type du système unitaire, et il permettra aussi de recharger un certain nombre de report options directement avec des property models aussi. Donc ici, quand on choisit par exemple General with Metric Unit, il va choisir le système métrique. Property Method, il va nous laisser la choisir. Flow Basis for Input, donc tout ce qui est fraction, et il est molaire. Et après Stream, Report, Composition, Mole Flow. Donc ça sera totalement différent que si on avait mis par exemple une Chemicals with English Unit. Il va automatiquement choisir un RTL, il va choisir un système unitaire américain, ainsi de suite. Donc, Metric, General with Metric Unit, et je lance, il se connecte avec la licence, avec le serveur. Voilà, et la page s'ouvre. Alors ici, il me met flowsheet not complete, évidemment, parce que j'ai pas encore mis quoi que ce soit dans le flowsheet. Alors je vais commencer par le data browser, setup, et ici au niveau de accounting je dois mettre quelque chose, nommer le projet, et après je passe directement à component. Alors ici specification, je vais manipuler l'eau, je vais manipuler du benzène. Alors l'eau et le benzène, ils le savent directement, rapidement. Alors ici, par contre, pour le propylène et l'N-propylène, je dois faire une recherche. Donc ici, je mets prop. Et il me donne ici propylène, il est là. Alors si je pousse un petit peu en bas, j'ai le N-propylbenzène, qui est le N-propylène. C'est ça en fait qui est recherché. Je laisserai l'air jusqu'à la fin, jusqu'à la finalisation déjà de la première partie avec recyclage et après distillation. Après, je pourrais le rajouter aussi avec la même manière. Voilà. Donc après, je dois configurer les properties. Ici, specification. Donc je choisis un modèle. Je choisis Wilson par exemple. Après, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez, qui vous semble le plus adapté. Donc, vous avez Unifac et Uniqua qui sont dédiés essentiellement aux hydrocarbures. Vous avez un RTL qui est dédié aussi aux hydrocarbures et aussi aux électrolytes. Elec NRTL beaucoup plus électrolytes. Et vous avez des modèles généralistes. Wilson aussi fait partie des modèles qui sont dédiés aux hydrocarbures, mais un peu moins représentatifs que Unifac et Uniquac, alors que Marcul, Van Laar,
et d'autres modèles sont qualifiés de généralistes. Ils permettent voilà, une représentation globale qui n'est pas assez précise, mais qui permet quand même de visualiser un écart par rapport à l'idéalité. Donc ici, au niveau des paramètres, il m'oblige de voir les binary interactions. Il va m'obliger de voir, Wilson, les paramètres qu'il a générés. Donc ici, comme vous voyez, vous avez les interactions entre benzène, propylène, benzène et propylène. Alors ici, par exemple, pour Wilson, il n'a pas les interactions avec l'eau. Alors que si on avait mis un RTL, il aurait généré des interactions avec de l'eau parce qu'il a une base beaucoup plus vaste pour les paramètres de NRTL ou ELEC NRTL, Unifac, Uniquac aussi que Wilson, Margules et Van Laar. Donc ici, par exemple, il a généré les interactions pour benzène propylène, N-propylène et benzène propylène. Voilà. Ici, une gamme de température. Donc ici, il n'a généré que voilà, BIJ et BJI. Donc pour lui, tout le reste est en nul. Chose qui montre que Wilson peut sembler ne pas être assez puissant pour la bonne représentation de notre mélange. Donc autrement dit, j'aurais pu changer en NRTL par exemple. Voilà. Donc arrivé à ce point, je vais laisser quand même Wilson et on va aller un peu plus loin pour configurer l'alimentation. Donc Material Streams et je configure une alimentation. Donc ici, hein. Alors juste un petit conseil. Donc le mieux pour vous, c'est de configurer bloc par bloc. Donc vous mettrez un réacteur, vous le configurez l'alimentation et le réacteur, et après vous faites tourner pour avoir un résultat. Une fois le résultat est bon, vous pouvez passer à l'autre, ainsi de suite. Donc ce ne sera pas le cas pour moi, je vais essayer d'aller un peu plus vite et de vous montrer les différentes configurations. Mais ça, sachez que c'est très important quand on démarre par apprentissage par rapport à un flowsheet qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Le mieux, c'est de faire tourner bloc par bloc, au moins on est sûr de la convergence de chaque bloc. Parce qu'après, parfois, on a une succession de blocs et on ne sait pas facilement se repérer où est-ce qu'il est le bloc défaillant, où est-ce que ça a bugué au niveau des itérations. Voilà. Donc ici, je vais choisir Reactor. Alors comme ce que je vous ai dit, je choisirai RGIPS. Donc tous ces réacteurs ne m'intéressent pas. Ici par exemple, vous avez un RSTOIC based on known fractional conversions. Ça, je ne l'ai pas, je ne connais pas les fractional conversions. Ici, based on yield distribution. Et ici, based on stoichiometric approach. Ça suscite la maîtrise de l'énergie d'activation, chose que j'ai pas. Continuous Style Tank Reactor, il faut aussi connaître la cinétique chimique. Plug Flow, la même chose. Et Batch, la même chose, mais batch, ça sera essentiellement du discontinu, ce qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc ici, pour RGIPS, je mettrai le réacteur ici, double-clic sur la tête de la flèche, et après, reclic, bouton gauche sur la flèche rouge, qui est la flèche d'alimentation. Alors après, Material Streams, pour ressortir, donc clic gauche sur la flèche rouge, après reclic gauche ailleurs, pour permettre la reconnexion du flux, reconnexion à blanc. Après, je dois installer mon échangeur de chaleur, donc Heat Exchanger, je choisis le plus simple, le Heater, je mettrai ici. Donc ici, double-clic, reclic sur la flèche, ça permet de reconnecter. Après, Material Streams, et dès que je clique sur Material Streams et je remets mon curseur sur le flowsheet, il me montre les flèches en rouge qui doivent impérativement être connectées. Donc un autre clic gauche, ici, clic gauche ailleurs. Après, je vais chercher Separators, vous avez Flash 2, je le mettrai ici, double-clic, Alimentation, et Material Streams, je sors ici. Alors en haut, ça sera Vapor Required, et en bas, ça sera Liquid Required. En bleu, c'est Water Decant, généralement les rejets de décantation, donc tout ce qui est condensat à l'intérieur, y compris l'eau, peuvent être refoulés par ici. Et c'est un modèle supplémentaire, c'est un autre modèle, c'est pas un modèle assez simplifié, donc il rajoutera un calcul spécifique à cette quantité de condensat qui doit être dégagé par la suite. Donc, autrement dit, si je ne la mets pas, il ne la considérera pas, et je mettrai un flux liquide sortant. Un flux de vapeur, donc je laisserai quand même la boucle ouverte jusqu'à ce que je configure les différents blocs, jusqu'à ce que j'ai un results available ici en bleu pour que
je puisse vérifier le bilan matière-énergie. Donc l'alimentation, double-clic sur la flèche, sur le 1. Donc ici, je vous ai dit que on est à 50 degrés d'alimentation, une pression de 2 bars, enfin je mettrai atmosphère pour être conforme avec le TP, et une masse, un débit massique de 10 kg seconde. Voilà, kg seconde. Alors, mole fraction ici, mole frac. Après, vous avez le benzène à 0,5, et vous avez le propylène à 0,475, et vous avez l'eau à 0,025. Ça vous fait finalement 1. Voilà. Donc ça c'est configuré. Je pourrais passer à l'étape suivante qui est le réacteur. Donc ici le bloc B1. Alors B1, pressure 2 atmosphères, ici 2 atm. Et j'ai pas de température, par contre j'ai heat duty, ça veut dire adiabatique, pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, nul. Voilà. Donc ici je lui dis de quantifier phase equilibrium and chemical equilibrium. C'est-à-dire il va calculer aussi les éléments et les components de chaque phase en forçant l'équilibre, comme ce que je vous ai montré avant, comme ce que je vous ai expliqué. Après, je pourrais mettre products et l'aider à identifier les products sortant du réacteur. Donc ça peut être que N-propylène, et il va calculer le potentiel chimique que du N-propylène, alors que la réalité est différente. Donc il faut absolument que tous les réactifs figurent parmi les produits aussi, y compris le produit N-propylbenzène. Voilà. Donc j'ai poussé pour aller vers l'autre étape, ça sera l'étape de l'échangeur de chaleur, B2. Voilà, le B2. Alors B2, comme température, je vous ai dit, je vais sortir à une température très importante, et environ 2 bars, je ne peux avoir l'équilibre liquide-vapeur qu'à une température qui avoisine les 110. Donc ici je mettrai 110 degrés, et pour la pression, j'évite de mettre un 0 parce que, comme ce que je vous ai dit, on a eu des problèmes dans le temps. Quand on mettra un 0, il est difficile de faire converger la boucle. Donc ici, je mettrai à moins 1 E, ça veut dire 10 puissance moins 5. Donc c'est une toute petite fraction de perte de charge qui sera prise en compte et qui, pour lui, facilitera le bouclage du bilan de matière-énergie. Donc après, vous avez le flash. Alors au niveau du flash, vous avez pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, un heat duty nul. Vous avez une pression qui doit impérativement être alors en atmosphère. Je vais revenir au bloc B2 parce que peut-être j'ai mis par. Oui, je mettrai atmosphère ici. Voilà. Je retiens B3 pour reconfigurer. Donc ici, j'ai pas besoin de température, j'ai besoin de pressure. Alors atmosphère, je mettrai moins que 2. Donc pour assurer ce dégazage, assurer cette remise, cette chute de pression, pour créer ce gradient de pression qui va véhiculer lui la vapeur recyclée. Donc ici 1.5. Et tout est configuré, donc je pourrai démarrer ma simulation. Alors en principe, il doit, voilà, results available. Donc ici, tous les résultats sont disponibles. Le bilan de matière-énergie est bouclé. Donc il n'y a aucun problème au niveau de la compilation, au niveau des différentes itérations qu'il a réalisées. Donc ici, j'enlève ça, pas de problème. J'enlève ça. Je pourrais par la suite analyser ce flux, donc juste rapidement. Alors je vérifie d'abord ce que je vous ai dit. Le 2, il sort à 294, chose qui n'était pas prévue avant parce que je rentre avec 50. Donc je rentre avec 50, je réalise une réaction chimique, il calcule les potentiels chimiques, il comprend qu'ils ne peuvent être égaux que dans une température de 294. Donc je refroidis pour ressortir à une température de 110. Je pourrais aussi vérifier la présence du N-propylène. Est-ce que la réaction a été faite correctement? Donc ici, j'ai mole flow, j'ai besoin de mole frac. Voilà, ici j'ai pas mole frac, je vais aller la configurer et lui demander de m'afficher dans le report option les fraction basis en mole. Donc ici, data browser, je peux aller à setup, report options, stream, et ici vous avez fraction basis, je coche mole et je relance le calcul et il va me recalculer les différentes compositions.
en molaire. J'aurais pu aussi trouver quelques propriétés physico-chimiques si j'en avais besoin par le biais d'une property set. J'aurais pu configurer une property set, chose qui m'aurait permis l'affichage des résultats supplémentaires ou aussi l'affichage d'une propriété que je cherche. Ici par exemple vous avez property set, vous pouvez déplacer les propriétés. Par exemple je pourrais tout déplacer, des paramètres de design, thermal properties, transport properties, vapor liquide equilibrium, vapor liquide equilibrium, tout ça c'est des propriétés supplémentaires qui ne sont pas calculées à la base, mais dès que je les déplace ici, normalement ils sont pris en compte. Alors si j'ai une propriété hors de ce qu'il me donne, je pourrais aussi aller la configurer moi-même dans un autre onglet, c'est à ce niveau, au niveau des property sets. Donc ici, je pourrais par exemple voilà, lui demander new property set. Après je l'appellerai PSA et après juste une ou deux étapes par la suite pour lui faire comprendre qu'il s'agit d'une property set telle. Le plus dur serait de savoir le nom de cette property set chez Aspen+. Par exemple ici, je mets PSA. Voilà, ici Physical Properties. Et ici vous avez beaucoup de propriétés. Le problème c'est que à chaque fois il faut passer dessus pour que vous puissiez avoir une explication en dessous. Par exemple ici, availability for more components. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est, donc impérativement il faut faire appel au help, alors que par exemple si une masse volumique serait un ρ, par exemple ρ density of pure component. Alors density c'est la masse volumique, c'est pas le rapport des masses volumiques, c'est la masse volumique en elle-même. Le rapport des masses volumiques c'est specific gravity. Voilà. Alors ici je vais l'enlever quand même parce que j'ai pas besoin, donc c'est delete. Alors quand je la configure ici, je dois la retrouver en haut dans le port option setup, je dois trouver PS1. Après je lui demanderai de l'afficher aussi. Voilà, donc ici il n'y a pas de problème. Alors je vais relancer la simulation parce que je lui ai demandé de trouver les fraction basis en mol et aussi les propriétés de transport et les différentes propriétés que j'ai rajoutées. Voilà, donc ici j'éteins tout ça et je revérifie la réaction chimique. Donc ici comme vous voyez vous avez beaucoup plus de propriétés, quelques-unes ont été calculées, d'autres non. Oui, parce que je ne les ai pas déplacés. Alors je reviens pour les déplacer, pour revérifier leur déplacement. Setup, report options, property sets. Oui, ils sont bien là. Donc, sauf que, oui, c'est des propriétés qui sont relatives au liquide et qui ne vont pas figurer dans la vapeur parce que ici j'ai vapor frac égale à 1. Donc ici j'ai pas de liquide. Et par conséquent, la majorité du reste, voilà, viscosité, density, conductivity, il va les calculer pour le liquide. Donc me dire ça, voilà, liquid phase. Alors qu'il aurait pu les calculer aussi pour vapor phase. Voilà, vapor phase, il a tout calculé. Alors pour vérification de la conversion, rapidement, mol frac, vous avez une propylène 0,75 environ. Alors qu'à la base, vous n'aviez rien avant le réacteur. Donc tout ça c'est bon. Alors par la suite, si je veux comparer avec le flux 3, normalement rien ne devrait changer au niveau de la composition, alors que la température avait fortement changé. Donc de 294 j'ai descendu à 110, chose qui m'a permis normalement d'avoir un équilibre liquide-vapeur. Donc ici j'avais que de la vapeur, après j'ai beaucoup moins de vapeur, vapor frac, la majorité étant du liquide, mais c'est essentiellement du liquide, un équilibre liquide-vapeur. Or une fois dans le flash, je vais extraire davantage de vapeur, beaucoup plus que ça, certainement, parce que ici la pression est de 2 bars environ, alors qu'après elle sera de 1,5 bar. Donc si j'analyse le flux 5, voilà, qui est totalement en vapeur, et cette vapeur, si je l'analyse en termes de molar frac, vous avez ici du N-propylène de 0,12.
alors que le propylène et le benzène 0,15, 0,68. Ce qui veut dire que vous avez encore une grosse fraction au niveau de la vapeur, une grosse fraction qui n'a pas été convertie et qui suscite un recyclage au niveau de réacteur, raison de plus pourquoi on recycle la vapeur. Voilà. Donc pour recycler, double-clic sur la tête de la flèche de la vapeur et reclique sur l'alimentation. Et ici, je vais relancer. Je relance. Voilà, dans l'espoir de trouver aussi Results Available en bleu. Alors parfois, on n'a pas directement Results Available en bleu. Ça peut être Results with warning, ça peut être Results with errors. Alors ça peut venir de la convergence, comme ce que je vous ai dit. Parfois, on a besoin de venir ici pour purger complètement les résultats, dans cette flèche-là, en haut. Et après, redémarrer la simulation pour qu'il prenne des valeurs initiales incrémentées directement de sa base de données, de chez lui, et sans se baser sur les itérations des J-1, les anciennes itérations, pour incrémenter les valeurs initiales. Voilà. Donc arrivé à ce point, votre boucle est faite. Il va vous falloir par la suite configurer l'analyse de sensitivity. Sensitivity ou l'analyse de sensibilité sera essentiellement dédiée à la variation de la pression de ce bloc et son impact sur la molar fraction du N-propylène, du N-propylbenzène à ce niveau, au niveau de la sortie. Donc ici, je laisserai le soin de la faire. Je vous configurerai par contre la colonne. Donc ici, colonne, ça sera une RAID frac. Donc ici, RAID frac, rigorous 2 or 3 phase fraction of for single column, models absorber stripper. Donc ici, c'est des absorber stripper et aussi des colonnes de distillation. Donc ici, c'est basé sur l'équilibre liquide-vapeur et 2 ou plus, 2 à 3 phases. Vous en avez d'autres ici, extraction à contre-courant. Ici, multifrac, c'est une distillation fractionnée. Après, vous avez rate frac qui est basé sur non-equilibrium model, c'est un modèle un peu plus complexe et qui sert aussi à la distillation et à l'absorption quand on n'atteint jamais l'équilibre au niveau d'un plateau. Donc ici, on considérera qu'on atteint l'équilibre au niveau d'un plateau, plus de 2 ou 3 phases, donc on mettra pas de frac. Voilà. Alors double-clic sur la flèche sortante du séparateur, le liquide, il va être alimenté ici, Material Streams, et je vais dessiner à la sortie le liquide, ou la sortie du pied de colonne, et la sortie du distillat. Alors le distillat, il ne faut pas mettre en vapeur, il va sortir aussi liquide. Parce qu'une fois on le met ici, on rajoute une chaleur de condensation qui doit être prise en compte dans le bouclage du bilan de matière-énergie. Alors après, pour faire tourner ça, il va me demander de configurer la colonne. Alors la colonne, je vous ai dit qu'elle contient 15 étages, une condensation totale, bouilleur type kettle, pas de problème. Alors après, j'ai un taux de reflux qui est 100%, et 100% voudrait dire 1 mol, et j'ai le distillate to feed ratio, le rapport distillat sur résidu, qui est distillat distillat sur alimentation qui est de 0,5. Voilà. Donc ici c'est bon, pas de problème. Après streams. Streams, l'alimentation se fait, comme ce que je vous ai dit, au niveau du 5e étage. Et ici pas de problème. J'ai le flux 6 que j'ai configuré qui est en pied de colonne en 15, chose qui est bonne parce que je vous ai dit que la colonne, le comptage du nombre de plateaux commence par le haut. Et le 7 qui est au niveau du premier étage, pas de problème. Donc ici, je pourrais mettre above stage, donc après 5e étage, pas de problème. Et au niveau de la pression, il est important de configurer une pression, là un profil de pression, là une perte de charge. Donc ici, je vais choisir un profil de pression. Je pourrais choisir une pression qui ne change pas, je me dirais que je ferai une distillation à pression constante, chose qui doit impérativement obéir à la pression d'alimentation. Très important, parce que si je configure au niveau de la colonne un profil de pression qui n'inclut pas ou qui est écarté de la pression d'alimentation, ma simulation ne tournera pas correctement parce qu'il me dira certainement, attention, vous avez configuré dans la colonne une pression beaucoup plus importante que celle d'alimentation.
Donc il faut absolument penser à remettre à niveau l'alimentation en termes de pression avant de l'alimenter au niveau de la colonne. Donc ici, je me rappelle avoir mis 1,5, donc certainement au niveau du 4, je dois avoir 1,5. Donc je vais lui faire comprendre qu'au niveau du deuxième étage, j'ai 1,5. Ce sera des atmosphères, non pas des bars. Et je lui dirai aussi qu'au niveau du 15e étage, j'ai aussi 1,5. Chose qui veut dire que le profil est une droite verticale. Il n'y a pas de variation de pression du haut jusqu'en bas. Voilà, alors ici, on arrive à terme de la configuration et je pourrais relancer. Voilà, donc il a fait moins d'itérations parce que pour lui ça tournait à merveille avant, donc il n'y avait pas de problème de convergence. Il s'en est servi des résultats de la simulation précédente pour continuer. Donc ici, pas de problème, tout ce qui est, on n'a pas d'erreur, la simulation a été complétée correctement. Et je me permettrai de vérifier. Alors ici, au niveau du 4, je vais vérifier 4 en comparant avec le 7 et avec le 6. Alors, au niveau de la température, j'alimente avec 108 degrés, je sors avec 75, 195. Alors au niveau du 6, je suis beaucoup plus chaud, c'est normal, je suis presque au niveau du rebouilleur, donc la température est assez importante. La pression, elle ne change pas, 1,5 toujours, 1,5 atmosphères qui vaut environ 520 bars. Et vous avez, je vais aller directement vers le mole frac, voilà, les fractions molaires. Alors au niveau de l'alimentation, vous avez du N-propylène à 0,87. Au niveau du 7, vous avez 0,739. Vous avez quand même une grosse partie du N-propylène au niveau du distillat, au niveau de la tête de colonne. Alors que le but serait de purifier au maximum. Alors oui, on purifie au maximum, mais ça sera en pied de colonne. C'est un produit beaucoup plus lourd et qu'on trouvera ici à une quantité beaucoup plus importante, presque 100%, alors que le reste étant des traces en ppb et le propylène n'en reste quasiment plus. Alors il y a possibilité de réutiliser à 2,0739 si le débit est important. Donc ici 119 contre 161. Donc ici quand même j'ai un débit important. On pourrait penser à le réutiliser par la suite. Et en faire quelque chose, soit le recycler quelque part, ou l'extraire de la vapeur et la remélanger avec ce 100% ou quelque chose comme ça. Donc il y a toujours des possibilités pour remédier à ce taux qui est important, qui apparaît important au niveau de la tête de colonne. Néanmoins, quand on fait une distillation, c'est toujours comme ça, on récupère quand même une fraction importante dans un côté, et on peut récupérer une autre fraction qui semble aussi être importante de l'autre côté, quoique ce qui nous intéresse serait ce qui sort en pied de colonne. Voilà. Alors arrivé à ce point, voilà, là, vous avez récupéré un produit ultra pur. Après, ce qu'il vous reste à faire, c'est de configurer un F-split et un répétiteur de flux. Après, le réalimenter avec ça. Après, échanger de la chaleur, conformément à ce qui a été demandé dans le TP. Après, au niveau de la sortie de ce répétiteur, prévoir deux flux, un qui va aller vers un seul compresseur pour comprimer, si je me rappelle bien, jusqu'à 10 bars, quelque chose comme ça. Voilà. On souhaiterait sortir à 10 bars, à 10 atmosphères, pardon. Alors du coup, vous aurez un flux qui rentrera dans un compresseur et sortira à 10 atmosphères, et un autre qui rentrera, un premier compresseur sortira à une pression intermédiaire que dont vous pouvez donner une valeur initiale, et rentrera dans le second pour sortir à 10. Après, vous demanderez à une boucle de sensitivity ou d'optimisation de vous trouver la pression intermédiaire qui vous permettra une sommation des deux travaux W2, W3, comme ce que je vous ai expliqué avant, qui doit être largement inférieur à le W1. Après, vous pouvez tracer des courbes et déterminer une zone de pression optimale qui vous permettra d'être en dessous de W1.
par rapport à la sommation de W2 et de W3. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Et puis j'espère que vous réussissez aussi de faire comme moi, de faire le flow sheet et de finaliser correctement votre TP. Voilà, donc merci pour votre attention et puis au revoir.